Donc après, le point de vue de l'MPR, ce matin, sur les douleurs neuropathiques centrales qui dénotent pour le MPR, on m'a demandé par le point de vue de l'algologue. Donc juste quelques définitions mais qui ont été rappelées ce matin sur ce que c'est une douleur neuropathique. Une douleur neuropathique, en fait, définition, c'est une douleur qui est due à une lésion, une maladie du système somatosensoriel. Quand on parle d'une douleur neuropathique centrale, c'est ce qui se passe au niveau du phésophilie dans tout son passage. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des douleurs neuropathiques centrales? Les étiologies ont été rappelées ce matin, mais celles qui vont nous intéresser plus pour le propos, c'est les décès médulaires et les AVC. Alors, les décès médulaires, il y a 1200 nouveaux cas de décès médulaires traumatiques qui génèrent 50% de douleurs neuropathiques centrales chroniques. Et chez les AVC, il y a 140 000 AVC par an, des nouveaux AVC, avec une variation de prévalence entre 1 à 18%, Étienne disait ce matin, j'ai trouvé 12% de douleurs neuropathiques chroniques. Et puis bien sûr, il y a toutes les autres étiologies, les traumatismes crâniens, les maladies de Parkinson, les maladies de système avec les myélites qui peuvent aussi donner des douleurs neuropathiques centrales. Comment on en fait le diagnostic? Ça a été rappelé ce matin, c'est d'abord l'histoire de la maladie, des douleurs qui arrivent dans un contexte de lésion du système somatosensoriel et une lésion centrale et qui peut apparaître soit immédiatement après la lésion, soit à distance de la lésion. Et chez les patients qui n'ont eu un AVC, il peut y avoir un délai de 12 mois entre la lésion et l'apparition des douleurs neuropathiques centrales. Chez certains, la douleur neuropathique est résolutive avec le temps, plus ou moins avec traitement, et chez d'autres, elle est durable, elle dure toute la vie et souvent réfractaire au traitement, et peut être réfractaire au traitement médicamenteux qu'on propose. Après cette histoire d'apparition de douleur, on a aussi les signes neurologiques qui sont associés. Donc on a les signes neurologiques positifs, c'est les déficits sensitivo-moteurs dans le territoire de la lésion. Alors dans les lésions centrales, on va avoir des paraplégies, des tétraplégies, on peut avoir une hémorragie trigéminale d'origine centrale, et on peut avoir des hémiplégies avec des troubles sensitifs ou non. Et puis les douleurs, elles se situent dans le territoire neurologique atteint et elles sont de diverses façons, elles sont différentes. Il y en a qui sont spontanées, c'est-à-dire qu'elles sont continues, à type de brûlures, de picotements, de fourmillements, de décharges électriques, où elles peuvent être spontanées mais paroxystiques. Il y a des patients qui vous décrivent des douleurs très intenses qui ne sont déclenchées par aucun facteur. Il n'y a aucun facteur déclenchant identifié. Et puis il y a des douleurs qui sont provoquées, et ces douleurs provoquées, c'est des douleurs telles que l'allodynie, qui est des stimulus soit mécaniques ou même thermiques. Et l'allodynie thermique au froid est fréquente chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques centrales après AVC. On en a 60% chez les patients qui ont fait un AVC. Et puis il y a l'hyperalgésie qui peut être rencontrée aussi, qui peut être provoquée. Les conséquences, on les a vues ce matin avec le docteur Allard, c'est des conséquences fonctionnelles avec des troubles de la marche, avec des troubles même de récupération fonctionnelle qui peuvent entraver la rééducation. Les troubles aussi au moment de la toilette, chez les patients qui sont dépendants pour la toilette, l'effleurement du côté hémiplégique peut être gênant. Et puis ça entraîne bien sûr le sommeil, ça a des conséquences psychosociales comme les douleurs chroniques en général. En pratique, les patients qui arrivent dans le service pour des douleurs neuropathiques centrales, souvent blessés médulaires ou après AVC, c'est des patients qui ont été vus souvent par l'équipe de rééducation et qui ont déjà essayé des traitements et qui ont des douleurs vraiment importantes, qui gênent la vie quotidienne, qui peuvent gêner la rééducation. Et on arrive en troisième ligne de traitement. Et la question que je me suis posée en faisant ce topo, c'est est-ce qu'on va pouvoir
avoir des facteurs prédictifs de développement de ces douleurs neuropathiques et du coup essayer de les traiter le plus tôt possible pour éviter que la soit gênante et qu'on puisse faire une rééducation optimale. Et puis quel traitement possible? Alors je ne ferai que les traitements émergents et les autres traitements seront abordés après. Alors, est-ce que la douleur centrale n'est que centrale? La douleur neuropathique, est-ce qu'elle est que centrale? Alors, on a dit que, en effet, c'est des patients qui avaient une hyperalgésie, donc ils ont souvent une diminution du seuil douloureux, et puis des douleurs continues, spontanées ou paroxystiques, tout ça, ça nous fait penser à un phénomène de sensibilisation centrale. Et il y a une étude qui date de 2018, qui a évalué l'incidence de faire des blocs anesthésiques avec une ALR chez les patients qui sont hémiplégiques et qui ont une douleur neuropathique isolée du côté hémiplégique. Alors le challenge, c'est d'isoler les patients qui ont des douleurs neuropathiques centrales isolées chez les AVC, parce que souvent il y a des douleurs mécaniques. Donc sur 55 patients au début, ils ont isolé que 8 finalement. Et ils ont fait des ALR, soit au niveau épaule, soit infraclaviculaire, pour si l'extrémité du membre sup était douloureuse. Et sinon, c'était des ALR au niveau du membre inférieur qui étaient faites pour les douleurs du membre inférieur, si ça prédominait plutôt au membre inférieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant un bloc périphérique, la douleur était soulagée complètement pour tous les patients à 30 minutes après le bloc par lidocaïne. Et le score de sensibilité, en fait, le seuil de sensibilité de stimulus thermique et mécanique était significativement plus bas chez tous les patients, significativement plus bas à 30 minutes après le bloc. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une part périphérique qui entretient le phénomène de la douleur centrale? Est-ce que les afférences périphériques ne sont pas responsables dans l'entretien du phénomène central? Et du coup, ça découle, est-ce qu'on peut chercher des facteurs prédictifs de douleur neuropathique centrale? Et il y a eu plusieurs études, mais je vais vous en montrer que deux. C'est une étude qui a été faite par une équipe danoise avec quand même pas mal de patients. C'est du prospectif. Ils ont pris 300 patients qui ont eu un AVC. Et dans les tous les patients, à 4 jours, ils étaient examinés. Et du côté hémiplégique, on évaluait s'il y avait une dysesthésie, c'est-à-dire une sensation anormale, ou une douleur provoquée par un stimulus mécanique ou thermique. Et chez les patients qui développent, et après on évalue s'ils développaient des douleurs à 3 mois et à 6 mois de l'AVC, chez les patients qui développent des douleurs neuropathiques centrales à 3 mois et à 6 mois, ils ont de façon significative plus de dysesthésie ou de douleurs provoquées immédiatement après l'AVC. Chez l'essai médulaire, c'est une autre étude qui est scandinave avec une équipe danoise et suédoise, qui est aussi prospective et descriptive cette fois-ci. Ils ont évalué les patients un mois après le traumatisme médulaire. Et c'était des médulaires complets ou incomplets. C'est important de noter. Et ils ont évalué la même chose que chez l'AVC. Est-ce que quand il y a une dysesthésie ou une douleur provoquée par un stimulus thermique ou mécanique, est-ce que dans le temps, il y avait une différence entre ceux qui développaient des douleurs neuropathiques centrales et ceux qui n'en développaient pas? Et oui, il y a une différence significative. Les patients qui développent des douleurs sous-lésionnelles, donc ça veut dire 3 niveaux sous la lésion initiale, présentent à 1 mois après le traumatisme plus de troubles, de douleurs provoquées par les stimulus mécaniques et thermiques et ont une dysesthésie. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit des blessés médulaires complets ou incomplets, ils ont tous cette typologie-là et la question qui vous posez, c'est si c'est complet, ça ne devrait pas passer. Et est-ce qu'il y a un petit bout de faisceau spinothalamique qui reste et puis qui explique que les stimulations de petites fibres
passe quand même. Alors, il y a une vieille étude, mais c'est la seule que j'ai pu trouver, qui a évalué des patients blessés musculaires complets. Et des seins, ils ont mis 36 patients, 12 patients par groupe, des blessés médulaires complets sans douleur, des blessés médulaires complets avec douleur, neuropathie centrale, et des patients et des personnes saines. Et ils ont évalué une stimulation mécanique et thermique avant une sensibilisation chimique ou thermique, soit c'était la capsaïcine, l'histamine et l'amylmenthol. Et ils ont évalué si les groupes étaient différents entre eux, et il s'avère que c'est différent. Les blessés médulaires douloureux répondent à la stimulation thermique avant ou après sensibilisation des petites fibres, contrairement aux autres qui ne répondent pas du tout. C'est une piste de réflexion. La question, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que quand il y a une lésion médulaire centrale, est-ce qu'il n'y a pas un bout de faisceau spinothalamique qui est résiduel et qui, les petites fibres continuent à stimuler dans la glande dorsale de la moelle épinière, et ça continue à les stimuler au niveau thalamique, et puis le faisceau descendant ne fait pas bien son boulot, il est rompu. C'est une hypothèse. Ça, c'est pour l'approche des premiers facteurs prédictifs. Alors, je me suis dit, il y a peut-être d'autres facteurs, parce qu'on est dans le phénomène de sensibilisation centrale. Est-ce que l'anxiété, la dépression chez des patients qui sont quand même handicapés a une influence sur l'apparition de douleurs neuropathiques centrales? Je n'ai trouvé aucune étude. Alors, peut-être que c'est compliqué sur le plan méthodologique à faire avec le trouble cognitif, avec l'apparition du handicap, je ne sais pas. Il y a une étude qui est plus clinique et qui a évalué les deux paramètres prédictifs. Donc là, il y a 65% avec une grosse prévalence de douleurs neuropathiques, parce que c'est 35% à 6 mois de l'AVC. Les patients qui étaient phalangiques, qui étaient jeunes, avec un âge inférieur à 50 ans, et qui avaient des troubles sensitifs profonds, et en fonction de la localisation de la lésion cérébrale, notamment thalamique, tous les lésions dont Étienne a parlé ce matin, étaient plus susceptibles de développer des douleurs neuropathiques centrales à 6 mois. Alors le traitement, je vais l'aborder, je me suis dit, puisqu'il y a quelques facteurs prédictifs, on va trouver un traitement préventif. Il y a eu une étude qui a tenté le Laroxy entre 10 et 75 mg par jour, rapidement après l'AVC, et ça manque de puissance parce que pas assez de patients, et puis pas assez de patients douloureux après l'AVC. Alors après, au niveau des traitements, mais ça, le docteur Joachim parlera tout à l'heure, je pense, il y a des traitements médicamenteux qui ont été étudiés, mais globalement, on étudie plus la douleur neuropathique périphérique que la douleur neuropathique centrale. Et on se retrouve quand même avec beaucoup de patients qui présentent des douleurs neuropathiques centrales qui sont réfractaires au traitement, et on se retrouve avec des difficultés thérapeutiques parfois compliquées, avec des patients lourdement handicapés et dont la douleur se rajoute à l'état séquelaire qu'ils peuvent présenter. Alors dans les traitements, il y a des traitements émergents, et dans les traitements émergents, il y a les traitements intrathèques qui existent. Dans les traitements intrathèques, ce qui est pour l'instant accepté, c'est le psychomotique et la morphine pour les douleurs qui sont réfractaires et chroniques et intenses. Chez les blessés médulaires, on utilise le Bioresal ou le baclofen en intrathécal, mais on l'utilise surtout dans les phénomènes spastiques importants, gênants sur le plan fonctionnel. Est-ce que ça a un vrai rôle antalgique sur la douleur neuropathique? C'est difficile d'en faire la conclusion, puisque si on lève une spasticité, on peut lever une douleur qui est engendrée par la spasticité, mais est-ce que ça a un vrai rôle sur la douleur neuropathique centrale? C'est une question qui est difficile, sur laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en milieu graphique. Le ziconotide, il y a une étude à Lyon qui est intéressante. Alors, le ziconotide, ça agit sur les canaux calciques au niveau de la glande dorsale de la moelle épinière. Et ça
une étude sur les douleurs neuropathiques et inflammatoires. Et donc cette étude de Lyon rapportée en 2019 évalue 20 patients, les blessés médulaires. Alors je ne sais pas s'ils sont complets, incomplets, c'est pas décrit. Et ils vont faire des tests avant d'implanter une pompe intraradicale aux zigonotides. Pour tester, ils font une première phase avec juste donc test EPL, ils envoient du zigonotide, ils augmentent toutes les 72 heures la dose en fonction de la réponse sur la douleur. Et ils estiment une amélioration de la douleur s'il y a au moins 40% d'amélioration sur l'EVA. Si au premier test c'est positif, ils décident d'implanter la pompe. Si les premiers bolus ne sont pas efficaces, ils font des tests avec des cathéters qu'ils mettent en place et ils augmentent progressivement les doses avec des papiers toutes les 72 heures. Et si avec le cathéter ils ne sont pas répondeurs, ils n'implantent pas. S'ils sont répondeurs avec le cathéter, ils implantent. Ils évaluent après, donc sur 20 patients, ils ont implanté 11 patients. Et ils ont évalué sur un an ce que ça a donné, et sur un an, il y a une baisse significative de la douleur. Et ce qu'on peut voir sur les courbes, c'est que progressivement, la dose de zigonotide est augmentée avec le temps, et on a un recul que d'un an, mais avec une amélioration constante de la douleur. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de répondeur sur le zigonotype identifié, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est blessé médulaire qui présentent des douleurs paroxystiques ou non paroxystiques qui vont répondre plus au zigonotype ou pas, même s'il y a une tendance, mais ce n'est pas significatif. Et il y a peu d'effets secondaires qui ont été rapportés dans l'étude, mais quand on lit la bibliographie, les effets secondaires, surtout cognitifs et psychiatriques, qui sont retrouvés quand on augmente trop vite les doses du zigonotide intraradicale. Donc le zigonotide intraradicale pourrait être intéressant chez les patients qui ont des douleurs sous-lésionnelles chez les blessés médulaires. Après, il y a une étude qui vaut ce qu'elle vaut, qui évalue la kétamine chez les blessés médulaires complets et qui ont déjà de la gabapentine, et ils font un bolus de kétamine et ils font un groupe placebo, sérum phi et un groupe kétamine. Et il y a une amélioration significative des douleurs dans les deux groupes, mais elle est plus significative, la différence est significative entre les deux groupes jusqu'à 30 jours après le bolus de kétamine. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on met du sérum phi, ça améliore quand même. Après, est-ce qu'il y a d'autres traitements émergents non médicamenteux? Eh bien, il y a la fameuse RTMS. Donc, c'est une bobine qu'on applique au niveau du cuir chevelu qui envoie une bobine magnétique qui est reliée à un ordinateur et qui envoie des impulsions électriques et qui est appliquée sur différentes zones du cuir chevelu, et c'est plutôt la zone de prédilection, c'est le cortex moteur. Il y a une étude qui est faite par une équipe française qui date de 2020, c'est une étude randomisée double aveugle contre placebo et en receveur, qui évalue les protocoles de stimulation magnétique transcrânienne chez les douleurs neuropathiques centrales, donc tout genre, donc que ce soit blessé médulaire, que ce soit AVC ou trauma crânien. Alors vous me direz, souvent on met la bobine du côté opposé à la douleur, comme on fait chez les blessés médulaires. Alors dans l'étude, ils disent que quand il y a un côté qui est plus douloureux, on va mettre du côté opposé, le côté plus douloureux. Comment on fait du placebo avec une stimulation qui déclenche les bringues, au lieu de la mettre dans un sens, ils le mettent dans l'autre sens pour éviter d'avoir une stimulation. Je ne sais pas si c'est fiable, mais ça a été décrit comme ça. Ils font une évaluation après le protocole. Alors leur protocole, c'est une séance toutes les semaines pendant 4 semaines. Et il y a une amélioration subjective significative de la douleur chez les patients qui ont eu une stimulation active, et l'EVA est significativement plus basse après la stimulation par RTMS active. Pas de profil répondeur, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un AVC qu'on serait plus répondeur que d'autres, et peu d'effets indésirables qui ont été décrits par cette technique.
Donc, je voulais rapporter un peu de la clinique par rapport à ce dont on a parlé. C'est un patient qui est adressé par la rééducation, qui était paraplégique depuis l'âge de 6 ans, qui arrive, il a maintenant 35 ans. Il était paraplégique T8, alors T8 c'est le dernier métamersin, et il a été paraplégique après une chirurgie dans le continuum. Il travaille tranquillement, avec pas trop de problèmes, il faisait ses consultes de MR régulières. Et puis à la dernière consulte, il dit au médecin j'ai mal aux épaules, ça me fait quelques douleurs, c'est des douleurs neuropathiques qui vont dans le bras. Et puis pas d'IRM médulaire de contrôle depuis longtemps, on en fait une, qu'est-ce qu'on trouve? Il faut y penser souvent quand on a une douleur en sus lésionnel, on tient un milli à l'IRM médulaire. Le patient se fait opérer. Et après l'opération, il va en rééducation, mais malheureusement, il est très douloureux au niveau de sa cicatrice de chirurgie cervicale. Et puis les brûlures sont très intenses au niveau du membre supérieur gauche, là où ça avait commencé. Elles sont entretenues par l'activité et même majorées par l'activité. Puis on a un patient qui quand même présente maintenant une tétraparalysie C3. Alors paralysie, ça veut dire qu'il y a quand même de la motricité, mais il est déficitaire. Ça prédomine sur le membre supérieur gauche. Et puis avec ces douleurs en regard de la cicatrice et des douleurs d'allure centrale sur le membre supérieur gauche. Donc on propose un traitement, d'abord des traitements médicamenteux qui soulagent partiellement. Pour la cicatrice de chirurgie, on propose l'application de capsaïcine qui fonctionne bien. On lui met un traitement par tramadol pour les douleurs de l'épaule gauche qui semblent aussi un peu mécaniques, qui sont compliquées à citer. Et puis, toujours embêté, le patient est gêné, il ne peut pas reprendre une activité physique comme il faisait. Alors, il faisait du handbike, ça le gênait, et on évoque une douleur neuropathique centrale qui est mal contrôlée par les traitements associés à une douleur mécanique, et on lui initie des séances de RTMS, et le patient est nettement soulagé. On a pu arrêter le tramadol et il a pu reprendre son activité de handbike hebdomadaire. Ensuite, un autre patient paraplégique qui est arrivé rapidement après son traumatisme médulaire suite à un accident. Il devient paraplégique complet T11. Et puis peu spastique, mais très rapidement, il développe des douleurs neuropathiques sous-lésionnelles très intenses, paroxystiques, parfois et même continues, qui sont insomniantes. On lui met un traitement par laroxyle, on évoque une sensibilisation centrale, on lui met de la kétamine en IV tous les 3 mois, et on associe aussi un traitement par tramadol, parce que le patient décrit une amélioration des douleurs quand il se mobilise. Ça améliore bien les douleurs, le sommeil, il reprend une activité professionnelle, et puis comme il n'aime pas trop les médicaments, il décide de diminuer la fréquence des perfs et de diminuer son tramadol du soir. Et puis il me dit oui, tout va bien, tout se passe bien, et puis vous avez repris votre suivi alimentaire, oui, on commence à me faire de la toxine dans les membres inférieurs, j'ai un peu plus de spasticité, et en fait, les douleurs neuropathiques sous-lésionnelles réapparaissent par décroissance médicamenteuse. Il en fait un peu son compte parce qu'il veut arrêter les médicaments, mais il est quand même nettement inconfortable et on est en train d'incrémenter d'autres thérapeutiques parce qu'il est gêné sur sa spasticité. Et c'est ce que disait Étienne ce matin, c'est que en fait, les douleurs neuropathiques centrales sont parfois sous-estimées parce qu'on va s'attacher à un symptôme spastique, mais en fait, c'est la douleur représente une épine irritative qu'il ne faut pas négliger. Il vaut mieux peut-être traiter la douleur neuropathique centrale avant d'aller traiter la spasticité. Donc, en pratique, des douleurs neuropathiques centrales isolées, c'est parfois... ça existe, mais c'est pas fréquent et c'est du coup assez facile à diagnostiquer. Par contre, quand c'est mixte, je pense aux patients qui sont hémiplégiques et qui ont des douleurs d'épaule, mouvement supérieur du côté hémiplégique, on se demande toujours s'il n'y a pas une barre articulaire associée. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect d'épine irritatif que peut représenter la douleur neuropathique centrale. Les traitements qu'on propose, c'est des traitements qu'il faut voir un petit peu aussi ce que veut le patient et ce qu'espère le patient.
Il y a des patients qui sont paraplégiques complets, et quand on leur parle de soulagement des douleurs, moi j'ai un peu en arrière-pensée, pourquoi pas aller jusqu'au variant intratécal à un moment donné. Si vous avez un patient qui dit « j'espère remarcher » et ça fait 10 ans qu'il est paraplégique complet, on n'est pas sur le même niveau, et donc il faut peut-être évaluer ces patients-là en pluridisciplinaire avant de proposer des traitements invasifs qui demandent aussi une régularité dans le traitement par la suite par les remplissage. Et puis, est-ce qu'il faut faire un test avant d'implanter les patients qui ont des douleurs neuropathiques centrales chez les décès médicalaires? Donc, les douleurs neuropathiques centrales, c'est des douleurs qui sont fréquentes, probablement sous-évaluées chez les patients qui présentent des handicaps lourds, avec parfois la spasticité des douleurs articulaires associées. Elles sont fréquemment réfractaires. Il faut bien sûr commencer par les traitements médicamenteux habituels dont on parlera et autres traitements médicamenteux. Il faut penser à la possibilité de faire de la RTMS et pourquoi pas aller chez certains jusqu'à un traitement intratécal. Je vous remercie de votre attention.